Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous vous invitons à prendre part aux 16e Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Nous souhaitons la bienvenue à tous les athlètes. Après Chamonix 1924 et Grenoble 68, la France accueille pour la 3e fois les Jeux olympiques d'hiver. La cérémonie d'ouverture est un triomphe et la Holla associe la foule au président du comité olympique, de la République et du comité d'organisation. 2200 athlètes venus de 64 pays participent à ces 16e Jeux olympiques d'hiver et ils vont se disputer 57 podiums. Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux olympiques d'hiver. Les barrières du sport tombent avec l'apparition surprise de Michel Platini, dernier porteur de la flamme. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant et en suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l'honneur de nos athlètes. La patineuse Souria Bonali, émue, a prêté le serment. La fête olympique, ce rassemblement quadriennal du printemps humain cher à Pierre de Coubertin, peut commencer sur une chorégraphie de Philippe Découfflet. Un ballet endiablé, avant-gardiste et loufoque, cirque et fête populaire tout à la fois, qui touche le cœur et réunit comme dans l'Antiquité l'art et le sport. Philippe Découfflet a su remarquablement glorifier la beauté du geste sportif.
C'est parti! Et c'est bien parti pour la France avec 2 médailles, l'or et l'argent pour Gros-Piron et Alamand dans le plus fun des sports olympiques. Edgar Gros-Piron, le tombin des bosses est favori. Il assume et c'est lui qui excite ses supporters avant la finale. Aïe 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 aïe, c'est chaud là hein. Ouh, comme on aime. C'est notre grand frère, c'est notre petit frère, c'est Nounours, et on est là pour le supporter. C'est de la dynamite, Edgar, c'est de la dynamite. Je suis vraiment heureux là, c'est excellent, quel que soit le résultat, ça va être la fête. Hein. En tout cas, t'es là pour gagner. Ouais, bah oui. Oh merde, il manquera plus que ça. Et Marielle Guetchel est toujours là quand il faut cocoricoter. J'adore, et c'est un sport qui se prend pas au sérieux mais qui se fait sérieusement. Vive le ski artistique, je suis pour eux. Olivier Alamand dans les bosses. Le ski artistico-acrobatique était proposé en démonstration à Calgary en 1988. Il fait son entrée officielle au programme olympique à Tignes 92 avec la descente dans les bosses. C'est un sport inventé par les Américains mais adopté et dominé par les Français depuis 10 ans. Il faut descendre le plus vite possible, le plus droit possible, en effectuant 2 sauts au milieu de cette course folle. Il neige, le temps n'est pas idéal, Alamand s'en sort bien, il prend la tête de la course. Mais voici la star, le champion français le plus doué mais aussi le plus décontracté, le plus marrant. Gagard ou Gros-Pi avec son fan club avec plus de 15 000 supporters. Super twist écart pour commencer, descente impeccable, c'est du délire autour de la piste. Edgar Gros-Piron ne commet aucune faute et à 22 ans, il entre dans la légende. Il symbolise la jeunesse heureuse et triomphante, l'idéal olympique. 4e Berton, 6e Guilgue, c'est un triomphe pour l'entraîneur tricolore Nano Pourtier. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai passé la ligne. J'ai eu un moment de... Il n'y a plus rien qui existait. Et ensuite, je suis reparti, c'était... Et ça, j'ai levé les bras et là... parce que c'est ce que je m'étais programmé aussi dans la tête. Je me suis dit, passe d'abord la ligne, ensuite tu verras. Et j'ai jugé que j'avais fait une très bonne descente et qu'il était possible de gagner. Un et deux. Avec Olive, je crois que ce matin, c'est ce qu'on s'était dit aussi dans le bus en venant. Du bon, on les met tous derrière parce que ça commence à faire. Comment ça s'est passé? C'était dur au niveau de la pression ou pas? C'est une pression unique, c'est fantastique, le public est là, c'est une expérience unique. Quel que soit le résultat, c'est fabuleux pour le sport et pour nous. Retour au classique, au grand classique avec la première épreuve de ski alpin des Jeux, la descente masculine sur la fameuse piste de Bellevarde, une piste qui arrive au cœur de Val d'Isère. Départ à 2809 mètres d'altitude, 973 mètres de dénivellation, une pente vertigineuse, la plus impressionnante descente de tous les temps. Un véritable plongeon dans le vide pour commencer. Une bosse et le skieur, après 400 mètres, dévale déjà à plus de 130 km à l'heure. Et ce n'est rien à côté de ce qui va suivre. Une succession de courbes plus traîtresses les unes que les autres. Des dévers, des bosses, des sauts, pas une seconde de répit. Pas un instant pour penser à cette petite fleur des Alpes, l'Ancolie, que Bernard Russy, le champion olympique 1972, n'a pas voulu cueillir et autour de laquelle il a tourné, par ici,
en traçant la piste. Un dernier saut et c'est la ruée vers la ligne d'arrivée après 110 secondes infernales. Il faudra en fait faire le moins de fautes possible ou des fautes qui ne portent pas à conséquence. Il faudra négocier avec ça. Et par contre, si quelqu'un a réussi le sans faute, alors là il va gagner puisque c'est, à mon avis, c'est impossible à réaliser sur une piste comme ça un sans faute. C'est surhumain. Avec Marer, Akola, Heinzer surtout, les Suisses sont favoris et leurs fan clubs sont venus en force. Franz Heinzer, 29 ans, champion du monde. C'est un parfait descendeur et un super technicien. Depuis 12 ans, il a disputé 104 descentes de la Coupe du Monde. Il ne lui manque plus que le titre olympique. Silence. Le dossard numéro 1 répète une dernière fois sa course. Il est 12h15 le 9 février 1992, en direct sur TF1 avec Adrien Duvillard. Ça y est, c'est parti! Et là c'est parti, tout de suite dans le vide, environ 5 secondes après, le gars est pratiquement déjà à 100-110. Un saut très important au départ, qui permet de s'aligner dans la fin du chousse. Un virage légèrement en compression, environ 130, qui amène à quelques courbes. C'est la partie pratiquement la plus plate. Vous voyez comme ça descend. Un virage qui fait un peu sur le plat, qui amène après à une bosse qui va être très fine à prendre, qui est la bosse à Catherine. Oui, du nom d'une jeune fille qui a été victime d'une avalanche à cet endroit. Voilà, passage de la bosse à Catherine. Ensuite, il y a 3 virages, virage serpent dans un goulet, qui amène d'une façon, un virage très difficile, le virage du pylône, ce virage-là. Très serré, oui. Très serré, difficile à tenir, qui emmène vers les bâches la plupart du temps, et qui ramène par un virage fermé ou un chousse très rapide, qui s'appelle le mur d'ailleurs. Il a l'air très bien pour le moment. Et là, un virage qui est difficile parce qu'il est sur une partie très plane, et les skis enfoncent un peu dans la neige. 2 courbes qui vont amener par une courbe assez douce à un saut qui est le saut de la bosse le saut de la buse. Il arrive, voilà le saut de la buse. Parce qu'il y a un passage pour les skieurs en dessous, une voilà, buse. Un virage très fermé qui est le virage qui entre dans l'encolie. Difficile pour tenir, il l'a bien pris je crois. Ça l'emmène un petit peu vers les bâches, mais virage tout de suite très raide, très glacé qui amène au virage de l'Aigle. Virage de l'Aigle avec une traversée encore très dure, difficile où les skis bougent beaucoup. Virage difficile qui est le virage du stade qui peut déverser. Et non, il a bien tenu son virage. Je crois qu'il a fait une course à peu près correcte pour le moment. Il va nous donner un temps qui sera certainement une bonne base pour il décolle sur 40 mètres au moins juste avant l'arrivée dans la bosse à Catiard. Une 50-37, c'est le temps de référence. Tous les grands favoris sont passés et sont battus quand descend un autre Autrichien. Alors le 14 Mader, Gunther Mader, un Autrichien encore, 27 ans, 1m78, 72 kg, 6 victoires en Coupe du Monde, 2 en Super G, 1 en géant, 1 en slalom, 2 en combiné, un skieur complet. Et cet hiver, il a fait de bons résultats, 7e à Kitzbühel et 6e à Wengen en descente. Et puis aux entraînements, il était super. Non mais là, lui, il est très bon et je crois qu'il va faire une confirme d'ailleurs. Ouais, c'est une piste faite pour lui, ça. Il est très technique, c'est un excellent skieur qui garde beaucoup de contact avec la neige, qui est très doux dans tous ses gestes, très fin, très précis. Et après, bon ben il suffit d'un virage manqué, quoique là il semble bien rentrer dans son virage. Ouais, il passe au bon endroit là. Ah oui, il a fait un très beau passage. Ouais. Un peu plus à l'intérieur que les autres, beaucoup moins sorti dans ce virage qui lui permet d'aborder ce virage sur le plat avec beaucoup plus de vitesse. Et une grande maîtrise, là vous avez vu comme il a soulevé son ski droit pour ne pas le laisser flotter et partir peut-être sur une petite plaque. Là. Alors voilà le seul juge, une 11,64 à gauche. Il est bien. Ouais, mais il a quand même perdu. Et c'est en fait là, dans cette partie du parcours, Kurt Lieb a bâti sa victoire. Entre la 30e et la 70e seconde. Ah c'est bien, c'est bon, il sort un peu large aussi là. On sent quand même qu'ils ont le. Ah mais il est bien encore. La descente leur fait mal aux jambes. Ouais. Et on a l'impression qu'il peut entrer dans le tir. Ah, il est un peu moins rapide. Hein.
un peu moins rapide, mais il est revenu, vous voyez. Hurtlib avait perdu un petit peu sur la fin aussi sur Townsend. Rien n'est encore joué, tout est encore possible. Il est dans la dernière bosse. Oh là là, il est retombé très très loin. C'est possible encore. Ouais, non. Ah, il est battu de 10 centièmes de seconde, doublé autrichien pour le moment. Il a eu chaud, Patrick Hurtlib, ce solide descendeur autrichien dont le père est alsacien. Mais ce n'est pas fini, car voici Frank Picard sur cette face de Belfort que l'on a dit dessinée pour lui. Oui, la première bosse arrive tout de suite. J'avais décidé de prendre une ligne très très directe dans ce mur, puisque aux entraînements, j'étais pas rapide à cet endroit-là. Et bon, c'est le jour de la course, il faut prendre les risques, alors on fait le maximum. Ensuite, là, il y a un virage sur un replat qui est assez difficile à négocier, mais que j'ai été assez doux, disons, à mon déclenchement pour ensuite passer sur ces courbes à pleine vitesse. Ensuite, j'attendais le saut, la bosse à Catherine, qui s'est bien passé, sans de grands problèmes. Ensuite, il y a tout un passage avec de grandes courbes qui se négocient à 90-100 km/h, dans une pente de plus en plus raide, donc on prend de la vitesse. Et puis ce fameux dévers qui a coûté beaucoup de centièmes à beaucoup de skieurs, et moi j'ai réussi vraiment à bien négocier ce passage-là. Sans me déconcentrer, j'ai continué à y croire et à vouloir toujours aller de plus en plus vite dans cette pente. Là, c'est un petit moment de repos. J'avais décidé de me reposer à cet endroit-là parce que c'est une piste extrêmement difficile, mais physiquement aussi. Et à cet endroit-là, je voulais me reposer. Ensuite, là, on attend la dernière partie qui est la plus difficile, avec ce saut et le passage de l'Ancoli qui suit derrière. Un passage presque parfait, mais là on le voit, j'ai déclenché un peu trop tard, ce qui fait que j'ai fini ma courbe très très bas. Et ensuite j'ai dit bon ben maintenant il faut tenter le tout pour le tout, et j'ai accéléré pour essayer de revenir vraiment dans la course, parce que je sentais être en de bonnes dispositions, et la fin de course s'est très très bien passée. Voilà, et ces 5 centièmes, c'était dans l'Ancoli. Ah, je crois que mes 5 centièmes, oui, ils sont passés là, ils sont passés à la trappe. Mais j'ai pas de regrets, c'est une course où il était extrêmement difficile de faire un sans faute. Frank Picard, deuxième à 5 centièmes de seconde de Patrick Hurtlib, le plus petit écart de toute l'histoire de la descente olympique. Je suis vraiment heureux parce que à Calgary j'avais eu du bronze et de l'or, et je rêvais d'argent finalement. J'ai encore fait une erreur à l'Ancoli. J'arrivais tellement plus vite qu'aux entraînements que je me suis fait surprendre par le rayon de la courbe. J'ai tourné large, mais je ne me suis pas déconcentré, j'ai continué à en vouloir. Et le reste, ça s'est très très bien passé. Ouais. En ayant un peu mieux anticipé le passage de l'Ancoli, j'étais devant, sans problème. Dès le deuxième jour, les Savoyards sont heureux, les Jeux sont déjà gagnés. Ajoutons-y la minute d'émotion d'Adrien Duvillard père, commentant la course d'Adrien Duvillard fils. J'espère que ça va bien se passer, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. S'il est bien en ligne, s'il perd pas trop de temps sur le haut, parce que c'est la partie un peu plus la partie de glisse. Mais bon, ah oui, 128 c'est bien, c'est bon 128, c'est bon. Ah ouais, 128 et demi même. Oui, oui. 128 c'est bon, pour lui c'est une bonne vitesse. Là il était un peu large et là il a dû perdre un peu de temps quand même. Là. Ah, c'est pas mal quand même, 27 c'est pas mal, oui, oui. Il est déjà passé à 144 à l'heure à l'entraînement une fois. Voilà Adrien, le père, qui regarde la course du fils. Ah oui, là où il a pris court, là, j'espère que ça va bien se... Ah oui, il serre ses virages. Bon, alors ce virage-là, c'est le virage très très difficile. Aïe, 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 il a pris tout à fait à l'intérieur. Je ne sais pas s'il va le sortir, celui-là. Ah ouais, ouais, est-ce qu'il le sort? Il l'a sorti, dis donc. Oui. Ah ben magnifique. Oh là 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 là. Ah là, je pensais que... Je savais pas s'il allait le sortir, celui-là. Hein. Mais bien. Alors là, il y a un virage dans le plat qui n'est pas très facile non plus. Enfin, voilà, ça tire, hein, ça tire. Là, ça va. Oh, difficile, hein. Difficile, vire à 6, 7, 8, 9, 10. Il a pris du retard, là. Là, il est en retard. Un peu. Ah oui. Ouais, ouais. Là, il a pris du retard. Là, il est un peu large. Ouais, 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 ouais. Aïe, 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 je sais pas s'il rentre dans l'Ancoli. Il est rentré assez vite dans l'Ancoli, là. Hein. Aïe, 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 il est en bas. Non, il passe, il compte. Non, non, il est sorti. Non. Ah, ouais. Il est sorti, mais il a... sorti. Mais pas... Ouais, il a voulu prendre tous les risques. Alors non, voilà. mais c'est bien, je crois. Bon, ouais. Il n'est pas blessé, ça va déjà. Hein. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Ouf, là, vous avez eu peur. Hein. Oui. Adrien nous le disait, de toute façon, là, je suis encore trop jeune pour cette année. Mais 94 à Lillehammer, je serai là. Médaille d'or. Gold medal
champion olympique. An Olympic champion. Patrick Ortlieb, Autriche. Patrick Ortlieb, Austria. Médaille d'argent. Silver medal. Franck Picard, France. Frank Picard, France. Franck Picard a rempli son contrat. Derrière ce masque, un regard de Jess s'apprête à en faire autant. Carole Merle est devenue l'été dernier Carole Pelé et son mari Philippe, avec son entraîneur et son technicien, l'a préparée pour ce moment décisif. On essaye de faire le vide, un peu tous les deux. Et puis, il n'y a plus grand chose à dire de toute façon une fois qu'on est au départ. Hein. Carole a déjà fait sa course depuis la veille et le matin aussi pendant l'Arco. Il n'y a pas grand chose à dire. Je crois qu'on essaie de rester le plus serein possible. 5, 4, 3, 2... Sur le haut, c'est assez plat et j'ai pas été peut-être pas assez engagée. Et puis j'ai vu le Roufi, le numéro 1 qui est tombé, donc ça m'a peut-être un peu refroidi. Donc j'essaye de ne pas perdre trop de temps sur le haut, c'est un peu moins mon point faible quand c'est pas très raide. Mais bon, apparemment je skie pas trop mal, mais c'est peut-être à partir de là où j'ai peut-être pas assez engagé. J'ai pas assez poussé les pieds devant, pas assez pris de risque. Mais bon, j'avais pas envie de tomber non plus. C'est pas facile à doser, d'être trop au maxi c'est pas bon, d'être trop en dedans c'est pas bon non plus. Franck Picard n'avait rien réussi de bien avant les Jeux. Pour Carole, c'est différent. Elle a gagné 4 courses et puis elle a remporté 3 fois la Coupe du Monde de Super G ces dernières années. C'est elle la favorite. Et puis là, là j'ai fait un super bas, mais il aurait fallu que je sois meilleure sur le haut du parcours. J'avais surtout le sentiment que d'autres filles pouvaient faire mieux, surtout sur le haut du parcours. Et puis de toute façon, je suis rarement vraiment contente de moi. J'ai toujours l'impression que tout le monde peut faire mieux que moi, donc voilà. Avec le dossard numéro 4, Carole va vivre des minutes interminables. On est là, on encourage et puis il y a encore 2 sérieuses clientes là qui vont partir 15 et 16. Et on est tendu encore, mais après ça ira bien. C'est terrible d'attendre dans l'air d'arriver et de souhaiter que ses concurrentes soient derrière. Le numéro 15, c'est Petra Kromberger. Elle est battue de 57 centièmes de seconde. C'est la fin de la première série, les meilleurs théoriquement. Mais attention, voici l'Italienne Deborah Compagnoni. Elle a gagné à Morzine le dernier Super G avant les Jeux. Deborah s'est entraînée avec Alberto Tomba. Elle fonce comme lui, sans complexe, parce qu'elle s'imagine que Carole Merle est imbattable et qu'elle n'a donc rien à perdre. Premier temps intermédiaire, suspense. 2 dixièmes de seconde d'avance pour l'Italienne. Elle est solide, Deborah, elle ne commet aucune faute. À 20 ans, Deborah Compagnoni de Santa Catarina a oublié ses problèmes de santé et ses accidents qui l'avaient empêché de skier à son véritable niveau ces dernières années. Carole est anxieuse. Le chrono défile beaucoup trop lentement à son gré. Attention, le temps à battre, il est battu. Oh là là, plus d'1 seconde d'avance pour l'Italienne. Il n'y a pas de regret à avoir. Deborah Compagnoni était bien la plus forte aujourd'hui. C'est ma première médaille olympique, c'est vraiment fantastique, surtout que bon, j'avais pas mal de pression ici et moi aussi je me la mettais la pression parce que j'avais vraiment envie d'une médaille. C'est sûr j'aurais préféré l'or, mais c'est déjà formidable.
Méribel et ses ravissants chalets de bois en face de la piste du rock de fer. Cette piste est au fixe que Bellewaerde est au garçon, avec la bosse à Laura, la cassure, la bosse du dévers, les longues courbes du Prakoua et le mur d'arrivée. Florence Masnada répète sa leçon au départ de la descente du combiné. Il y avait vraiment deux gros sauts et puis c'était pas évident pour moi en tant que plutôt slalomeuse de négocier ces sauts. 1 seconde et 24 centièmes de retard sur Petra Kronberger. Tout est encore possible pour Florence, qui est avant tout une slalomeuse. En slalom, ces derniers temps, j'avais un peu des problèmes de confiance parce que j'ai enfourché assez souvent et en slalom, bon, ça arrive vite, mais disons que la confiance est très importante et finalement j'ai abordé plus facilement la descente que le slalom. Et puis voilà, les entraîneurs sont soucieux aussi en bas. Elle se classera finalement 3e, Florence Masnada, qui est née à Vizille, au pied de Champs-Rousse en 1968, quelques mois après le sacre de Jean-Claude Killy. Florence 3e, derrière 2 Autrichiennes, Petra Kronberger et Anita Warter. Petra Kronberger, la plus polyvalente de toutes les skieuses, capable de gagner en slalom, en descente, en géant, en super G, partout, favori logique donc du combiné. C'est incroyable. Hier encore, j'étais si loin de ce succès olympique et maintenant c'est devenu réalité. J'avais tellement rêvé d'une médaille aux Jeux olympiques. Et pourquoi pas une médaille d'or? Joies et peines olympiques. Raphaël Monod, aussi doué qu'Edgar Gros-Piron, de la Clusaz comme lui, mais beaucoup plus calme, était en tête après les éliminatoires. Elle est bien partie dans les bosses, elle se dirige allègrement vers la médaille d'or. Quand soudain, sur cette neige traîtresse, elle se désunit complètement. Adieu podium. La victoire est pour la grande rivale de Raphaël, l'américaine Donna Weinbrecht. Super G. Franck Picard ne sera pas le premier skieur de l'histoire à conserver son titre olympique. Il avait gagné le super géant de Calgary en 1988. À Val d'Isère, il sort de la piste après seulement 15 secondes de course. J'ai fait pas mal de visualisations sur cette piste, en faisant des fautes, en faisant des choses comme ça, mais à chaque fois, j'arrivais à rattraper le coup. Et là, avec la vitesse, avec la neige qui était un peu moins compacte à cet endroit-là, j'ai été vraiment surpris. La vie continue. On a l'école maintenant. Et on a droit les grands. La dernière déroute des Suisses remonte à 1976 aux Jeux d'Innsbruck, où seul Bernard Russi avait remporté une médaille. Cette année, ils se sont engagés dans une spirale de l'échec dès le premier jour lors de la descente de Val d'Isère. Heinzer, vainqueur à Val Gardena, 2 fois à Kitzbühel et à Wengen cette saison, allait seulement terminer 6e sur la phase de Bellewaerde. Alors tout allait s'enchaîner. Tout d'abord Accola au combiné, où il était largement favori. Le leader actuel au classement général de la Coupe du Monde ratait une porte au slalom et se mettait définitivement hors course. Chez les dames en descente, on attendait Chantal Bournissen, première au combiné au dernier championnat du monde. Malheureusement, elle ne parvint pas à finir sa course. Mais la plus grande déception des Suisses est certainement venue de Vreni Schneider, double championne olympique et 3 fois championne du monde. Déjà dans le géant, lors de la première manche, à peu près à mi-parcours, elle est sortie de la trajectoire. Mais en fait, c'est surtout dans le slalom qu'elle va véritablement décevoir, et notamment sur le deuxième tracé, elle ne trouvera jamais le bon rythme et finira 7e, alors qu'elle était idéalement placée pour faire un bon résultat à l'issue du premier parcours. Carole Merle au départ du slalom géant. Elle a gagné 3 courses de ce type au mois de janvier. Elle a surclassé tout le monde. La neige est dure, elle aime. Le soleil brille, comme l'or dont elle rêve.
et qu'elle voudrait bien offrir à Philippe, son mari. Mais elle en fait trop, Carole, elle veut trop bien faire, elle se crispe dans la première comme dans la deuxième manche. J'ai vraiment aucun regret, les Jeux Olympiques c'est formidable, c'est fantastique, mais c'est avant tout des Jeux comme on dit. C'est sûr j'avais envie de tout gagner, mais je vais pas, c'est pas la fin du monde parce que j'ai qu'une médaille d'argent. Pour moi c'est formidable, j'ai vécu ici des moments avec tous les gens qui m'ont encouragé, des moments assez fantastiques que j'avais jamais vécu encore. Son père et sa mère sont plus tristes qu'elle, Carole n'est que 6e. Dans ces Jeux, l'Autrichienne Petra Kronberger a connu des hauts et des bas. Le slalom géant était vraiment très difficile et Deborah Compagnoni en a fait la cruelle expérience. Deborah, sur les traces d'Alberto Tomba, rêvait d'une 2e médaille d'or en géant. Une petite faute sur l'intérieur, elle s'est arraché les ligaments du genou. Deborah devrait être opérée 24 heures après son triomphe en Super G. Patrice Bianchi, vainqueur à Garmisch un mois plus tôt, il n'a peur de personne en slalom, pas même de Tomba. Il est 2e au temps intermédiaire, ça va bien pour lui, quand soudain, il rate la porte numéro 59. C'est dur parce que là, depuis un mois, je m'entraîne que pour ce slalom. J'ai que ce slalom en tête et bon, échouer sur une faute aussi minime, c'est quand même assez décevant, quoi. Mon ski intérieur touche la porte et ça me fait croiser, donc je perds l'équilibre, je ne peux pas rattraper. Le cœur des tifosi bat pour Alberto Tomba. 3 à 4 000 venus admirer, acclamer leur idole. 2 minutes, 6 secondes et 98 centièmes. Il maestro n'ayant pas daigné rester plus longtemps en piste et on le comprend. Passons aux choses sérieuses. En haut de la piste, loin du charivari, Alberto surprend par son sérieux. Le bouffon s'est fait roi, ciao les pitreries, on surprend un Tomba concentré, tendu, loin de l'image qu'Hélène donnait de lui. La pression, il la découvre. Est-ce en raison de sa première manche, superbe mais insuffisante pour assurer un écart conséquent? Ils sont ainsi 4 à se tenir en 3/10. Outre Tomba, Girardelli, Amott et Accola peuvent prétendre au titre olympique. Dans l'aire de départ, avant cette deuxième manche, l'ambiance est électrique. Pas un sourire, pas un mot. Un dernier expresso pour la route, Tomba par derrière les autres favoris. Mais pas une seule fois il ne s'intéresse aux courses et au temps de ses adversaires. En bas, tout en bas, le climat de l'aire de départ semble déteindre sur le tifosi. Tomba s'élance à la poursuite du temps de Girardelli et d'Amott, pour l'instant premier et deuxième du classement provisoire. Un début de course prudent, voire timide, sanctionné impitoyablement par le chronomètre. 22 centièmes de retard sur Girardelli, la consternation parmi les tifosi, morceau choisi d'un amour sans partage. C'est il qui est en retard. Alberto en tout cas réagit et malgré l'amitié qu'il lui porte, pas question pour lui de laisser la vedette à la Compagnoni. On retrouve alors le vrai Tomba, merveilleusement équilibré sur ses skis et surtout imbattable dans ses conditions. Le style Tomba, le voilà, ni trop en attaque ni sur la défensive, en un mot fluide, en deux mots, fluide et impressionnant. Alberto rentre dans l'histoire, plus rien ni personne ne peut l'empêcher d'être le premier skieur à conserver son titre olympique. Le cœur des Italiens et surtout des Italiennes vacille. Pour la petite histoire, c'est la première fois qu'il remporte une course en France. Quelle première! Délire assuré, retrouver le vrai visage de Tomba, le géant de la face à frapper. Albertville, selon ses propres mots, devient Tombaville.
Tombacita, champagne ou plutôt asti spumante pour tous ou presque. La fête sera belle, même si la tombamania, la tombaphilie, fait des victimes. Qu'est-ce que vous pensez de votre seconde manche? Vous étiez un petit peu en retard dans la première partie. Oui, après la première manche, un peu fatigué, troppo vecchio. Côté français, quelques grimaces. Picard finit loin, très loin des premiers. Handicapé par un dossard élevé et donc une piste creusée, il rate sa première manche et dans la deuxième, il commet quelques fautes. Picard termine 18e après de 5 secondes de tomba, mais Picard, à l'arrivée, a le sourire, il tire un bilan positif d'Albertville 92. Je suis heureux finalement avec ces Jeux Olympiques en France, avec une ambiance superbe. Picard 18e, Feutrier 19e, le meilleur français c'est lui, Stéphane Exartier 13e de ce slalom géant. Le petit dernier de l'équipe de France est à Albertville en vue de s'aguerrir avant les prochains Jeux en 94. Contrat rempli avec cette 13e place encourageante. Son meilleur résultat alors était une 10e place en Coupe du Monde. Pernilla Wiberg, la Suédoise au départ de la deuxième manche du slalom géant féminin. Pernilla Wiberg, championne du monde en 1991 à Svalbard. Pernilla Wiberg sur les traces de son idole Ingemar Stenmark, champion olympique de slalom et de géant en 1980, le plus grand slalomeur de tous les temps avec Gustavo Toni et Alberto Tomba. Elle a 1 seconde d'avance. Avant de se consacrer au ski, Pernilla a passé 5 ans au conservatoire et elle a récemment enregistré un 45 tours. Pernilla Wiberg a bien répété ses gammes, elle ne fait aucune fausse note. C'est gagné. Ballet olympique pour une blonde suédoise. Et il faut remarquer qu'il n'y aura pas de médaille de bronze puisque l'américaine Diane Rofe et l'autrichienne Anita Warter se partagent ex aequo la 2e place. Podium inédit. 2 hommes venus du froid, à Amott et Thorsen, raflent 2 médailles sur 3. Pourtant, lorsque André et Amott s'élancent, les conditions météo ne sont pas idéales. De plus, ce jeune Norvégien sort tout juste d'une mononucléose. Bref, personne n'attend ce jeune skieur de 20 ans, issu d'une non moins surprenante équipe norvégienne. Classé meilleur junior mondial en 90 et vice-champion du monde du Super G à Svalbard l'an passé devant Picard, Amott ne fait que confirmer aujourd'hui tout le bien que pensait de lui l'entraîneur Dieter Barth. Ce dernier lui a d'ailleurs toujours fait confiance. Je suis un petit peu surpris, j'espérais avoir une médaille, j'en avais une l'an passé. Mais vraiment aujourd'hui, c'est vraiment super. Quelques minutes plus tard, Jan Thorsen s'élance sur les traces de son camarade d'équipe. Il n'a pas non plus de pression sur les épaules. La sélection norvégienne regroupe en fait une bande de copains. Des copains heureux de skier et qui ne se prennent pas pour des stars. Vous savez, on est tous des bons skieurs et on avait vraiment envie de faire quelque chose ici. On a le meilleur entraîneur et vous voyez, ça marche. On a vraiment atteint notre objectif. Thorsen remporte ici la première médaille de sa carrière. Ce n'est sans doute pas la dernière si l'on en croit Frank Picard. Le Français est en effet sous le charme de la saga norvégienne.
Ils n'ont pas de leader, chaque individualité est forte et ils ont un esprit d'équipe qui fonctionne bien. Et donc chaque élément qui réussit n'est pas mis en avant, il est conservé dans l'équipe, mais il n'y a pas de jalousie. Donc tout le monde profite en fait du résultat de l'autre sans qu'il ait une surpression. Et c'est une équipe rêvée, quoi. Avec Luc Alphand, souvent, ça passe ou ça casse. Et il a bien failli se casser, il s'est blessé quelques semaines avant les Jeux. À force de courage et de souffrance, Luc a quand même réussi à gagner sa sélection pour la descente, 12e, et pour le Super G. Je crois que j'ai pas le ski, hein, j'ai rien cette semaine, c'est vraiment pénible à l'entraînement, surtout que je s'entraînais avec les Norvégiens. J'étais à 1 seconde déjà cette semaine, donc c'est déjà dans la tête, c'est difficile, surtout qu'hier soir j'étais obligé de refaire des piqûres pour pouvoir courir aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Je crois qu'il y a plein d'endroits dans la course où vraiment ça m'a traîné loin, et c'est pas mon habitude. D'habitude, enfin j'avais pas le... Et en plus ça me traîne, et après donc plus j'ai mal. Résultat, il est finalement 16e. Ils sont venus d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'îles lointaines. Ils n'ont qu'une vague idée de la compétition, mais l'essentiel n'est-il pas pour eux de participer, comme ne l'a jamais dit d'ailleurs le baron Pierre de Coubertin. Se faire doubler en géant, c'est quand même un exploit. La 3e fois encore, à 3 mètres de l'arrivée. Voilà. Vous êtes heureux? Ah ouais, ça va. Même si j'ai fait un très mauvais temps, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me rattraper le mardi au géant. Et il n'y a pas que les skieurs. Un bob à 4 n'est plus tout à fait un bob à 4 quand il abandonne sans se retourner l'un des siens. D'ailleurs, le bob, ça n'a pas de sens. C'est dur de s'y retrouver maintenant. Et puis cette piste glacée, elle glisse tellement, et les freins du bob ne sont pas tellement sûrs. Alors surtout, il ne faut pas partir trop vite. 9 secondes 99, le temps de poussée. Dernière épreuve de ski alpin samedi 22 février au Menuire, le slalom masculin. Numéro 12, Alberto Tomba, sûr de lui et certain de conserver son titre olympique comme il a conservé celui du géant. Cette première manche technique et tourmentée, tracée par l'entraîneur italien de l'équipe de France, Stefano Dalmasso, devrait lui convenir comme n'importe quel parcours d'ailleurs. Mais ces skis sont trop affûtés. Ils ont tendance à trop ciseler la neige et ils empêchent la bomba de skier à fond, comme il en a l'habitude. Résultat, il est battu d'1 seconde et 58 centièmes par le Norvégien Jage, il n'est que 6e. Avant la deuxième manche, il remonte à l'envers, en remontant le moral de ces tifosi du Tagliatelle Fan Club. Ils sont venus par milliers et l'on n'avait jamais vu autant de monde pour une course de ski en France. Tomba s'est rasé entre les deux manches et il a prévenu son entraîneur Gustavo Toni, « Tu vas voir ce que tu vas voir ». C'est peut-être la plus belle manche de sa carrière. Il grignote, ou plutôt il dévore les centièmes, les dixièmes de seconde qui le séparent de Jage. Il pourrait encore aller plus vite sans doute, mais il ne veut surtout pas sortir, il ne veut pas abandonner. Tomba, premier provisoirement. Épuisé,
La longue attente commence. Finn Christian Jager, Norvège. Il a réussi une première manche de rêve en reléguant son suivant immédiat, l'Autrichien Tritscher, à plus d'une seconde et surtout Tomba à 1 seconde et 58 centièmes. Dans cette deuxième manche, le Norvégien reste fidèle à la réputation de son pays, froid, impassible, il ne prend pas de risque, il assure. En pensant à sa mère, 7e du slalom des Jeux Olympiques d'Innsbruck en 1964, à son père, ancien champion de tennis, à sa grand-mère, 84 ans, qui l'attend en bas de la piste, avec la reine de Norvège. Il est toujours aussi prudent sur la fin. Il sait que son avance est substantielle, mais il perd quand même pas mal de temps sur Alberto Tomba, qui se demande s'il ne va pas y croire maintenant. C'est très juste, 28 centièmes d'avance quand même pour le Norvégien. La Norvège, médaille d'or pour Amott en Super G et bronze en géant, bronze pour Thorsen en Super G et or encore pour Jager dans ce slalom. Oui, la Norvège prépare bien ses Jeux de Lillehammer en 1994. C'est probablement le plus beau jour de la vie de Petra Kronberger. À peine passée la ligne d'arrivée de la deuxième manche, la championne olympique du combiné explose. Elle ne sait pas encore que dans 3 minutes, elle sera également championne olympique de slalom et pourtant, elle pleure. Pas un regard pour l'Espagnole Blanca Fernandez Ochoa qui a pourtant toutes les chances de lui ravir le titre. Quand l'Autrichienne lève la tête, c'est pour voir Blanca terminer 3e. La réaction est immédiate. Petra fond de nouveau en larmes. Il ne reste plus qu'une seule concurrente à passer, l'américaine Julie Parisien, meilleur temps de la première manche. 6 centièmes de seconde seulement séparent les deux jeunes filles, mais l'américaine craque dans la deuxième manche lorsque Petra s'en rend compte. Elle craque à son tour. Et une demi-heure après, devant la caméra de TF1, elle pleure toujours. Pour moi, c'est incroyable. Ça a été tellement dur cette année. Je suis venu aux Jeux Olympiques en me disant « Ok, si tu n'as pas de médaille, tu peux faire autre chose. » J'ai commencé avec une médaille d'or. Ça me paraissait déjà totalement invraisemblable. Et j'en ai encore une aujourd'hui. Il y avait beaucoup de pression, pas sur moi, mais j'ai fait 6 courses avec le combiné. J'avais l'impression d'avoir déjà tout donné au niveau concentration. Et là, sur la dernière course, tout se passe si bien, c'est fou. Détentrice de la Coupe du Monde de slalom la saison dernière, Petra Kronberger n'était plus cette année que l'ombre d'elle-même dans cette discipline. Mais sans doute libérée par son titre du combiné, l'Autrichienne a retrouvé toutes ses sensations ce matin au départ du slalom. Une première manche correcte lui permet de se placer en embuscade à la 3e place. Sa deuxième manche, exceptionnelle au niveau technique comme à celui de l'engagement physique, lui offre la victoire devant la néo-zélandaise Annelies Koberger et l'espagnole Blanca Fernandez Ochoa. Échec pour la Française Florence Masnada, médaille de bronze au combiné. Elle espérait bien faire mieux en slalom. Malheureusement, la 5e porte de la première manche lui a été fatale. En fait, Florence a tout simplement croisé les skis sur un parcours aussi serré. Ça ne pardonne pas. Je crois qu'il y a des risques à prendre et puis des fois ça passe et des fois ça casse. Et je préfère faire ça de toute façon plutôt que d'arriver en bas et puis prendre 1 ou 2 secondes en bas. La bonne surprise, c'est Patricia Chauvet. Victime d'une mononucléose en décembre, la Briançonnaise avait dû tout arrêter. La compétition, l'entraînement et le travail physique. Son retour ce matin tient du miracle. 7e de la première manche, 4e de la seconde. Avec un peu plus de préparation, elle serait certainement montée sur le podium. Je me suis aperçue quand même que quand j'arrive sur le bas, je suis limite physiquement, alors que mes concurrentes sont en pleine forme, elles ont tous leurs moyens. Donc il aurait fallu que le bon Dieu soit un peu plus avec moi, mais bon, je pense que il faut que ça soit positif dans ma tête parce que bon, c'est pas si mal 6e.
Pas déçue, Patricia Chauvet sait que Lillehammer ce n'est que dans 2 ans et qu'elle n'aura pas d'ennui de santé à chaque Olympiade. Descente d'âme à Méribel dans la brume. Alain Prost est venu avec son fils en voisin. Les conditions ne sont pas idéales. La Suissesse Chantal Bournissen est tombée. Petra Kromberger, la favorite. Bonne en haut, bonne en bas, mais moyenne dans les bosses du milieu. Petra ne décrochera pas une 3e médaille. Elle devra finalement se contenter de la 5e place, mais seulement à 18 centièmes de seconde de la première. Le maillot jaune, la voici. La Canadienne Kerin Lee, mariée à un ancien footballeur autrichien, Max Gartner. Elle va jouer un bon tour aux favorites et montrer une fois de plus que les Nord-Américains ou Américaines sont toujours exacts au grand rendez-vous. Il n'y a plus de Crazy Canucks, ces descendeurs canadiens un peu fous chez les garçons, mais il y a cette jeune femme de 25 ans, 15e seulement chez elle à Calgary il y a 4 ans, et qui va remporter à Méribel la première grande descente de sa carrière, la plus belle, la descente olympique. C'est aussi la première victoire olympique canadienne en descente féminine. La Savoie avec Carole, oui, Carole qui n'a pas été très brillante en descente au cours de l'hiver, peut peut-être surprendre. Je pars et je me dis bon, c'est un petit peu brumeux. Ça va pas être facile à skier. Le haut c'est assez glacé, donc il faut vraiment s'envoyer. Et je pense que j'ai manqué un peu de confiance sur le haut. J'aurais pu skier beaucoup mieux que ça. Vous sentiez la piste bien à ce moment-là? Oui, je sentais que c'était pas trop mal, mieux que ce que je pensais en fait en réalité. Mais bon, je crois que j'ai skié comme je m'y attendais un petit peu, étant donné que je manque de pas mal de descentes. Et puis bon, là c'est venu un petit peu le brouillard. Je me disais bon, de toute façon tout le monde a le brouillard, débrouille-toi. Mais j'étais un petit peu à l'arrière des skis, donc c'était pas super. Et on voit, j'ai les bras écartés, je suis un peu sur la défensive, quoi. Et là, qu'est-ce qui vous manque exactement pour pouvoir faire la différence? Que là, vous prenez du retard, un peu plus de retard à chaque temps intermédiaire? Ouais, ce qui manque, je crois que c'est d'avoir fait encore de la descente et d'attaquer plus la piste, comme on dit, dominer un petit peu plus la piste. Et puis là, je suis arrivée à l'entrée du dévers, là j'ai fait une faute parce que je suis sortie très large. Mais bon, j'ai essayé de m'en sortir et voilà, j'entendais tout le monde sur le bord de la piste, c'était formidable. Le public vous a vraiment soutenu, il y a une ovation terrible quand vous êtes parti à votre arrivée. Ouais, j'ai senti ça, c'est une sensation vraiment agréable, j'avais pas l'habitude en Coupe du Monde. Et puis là, l'avant-dernière porte, j'ai fait un petit écart, ça m'a pris un ski, je me suis dit oh non, faut pas que je tombe ici, tout le monde va me regarder tomber, il faut pas. Et puis voilà quoi. Et oui, et finalement Carole Merle ne se classera que 13e de cette descente olympique qui nous propose un podium surprenant avec la Canadienne Lee Gartner, l'Américaine Lind et l'Autrichienne Wallinger. Oui, un podium aussi surprenant que celui de la descente masculine. 9000 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs les attendent avec impatience. Isabelle et Paul Duchesnay. Isabelle Duchesnay, Dean et Paul Duchesnay, France. Deuxième après le programme original, champion du monde en titre, Isabelle Duchesnay, Dean, Paul Duchesnay. Ils vont danser sur West Side Story de Bernstein.
Ovation du public pour Isabelle et Paul Duchesnay. Mais j'ai bien peur que cela ne soit pas suffisant entre le cri du cœur et le jugement du jury. Les parents d'Isabelle et Paul Duchesnay, Liliane et Henri qui sont venus du Québec. Ils nous rappelaient l'essentiel, c'est le public, la note et les juges. Ça vient après. Entre 5-7 et 5-9. Uniquement des 5-8 et des 5-9. Est-ce que cela va être suffisant? Suffisant de toute évidence pour gagner une médaille. Maintenant, il s'agit de savoir quel métal. Marina Klimova, 25 ans. Sergei Ponomarenko, 31 ans. Ils sont mari et femme dans la vie. Ils jouent dans quelques secondes maintenant le titre de Maya Ouzova, Alexander Zoulin, 27 ans et 28 ans. Troisième après le programme original. Ils n'ont jamais remporté de victoire. Ils ont toujours terminé soit troisième, soit deuxième dans des championnats du monde ou dans des championnats d'Europe. Ils vont danser sur les 4 saisons de Vivaldi.